les premiers mots à éviter ou les premiers mots à utiliser, quels sont-ils pour vous? Même s'il n'y a pas de recette de dictionnaire, mais bon. Ces premiers mots, ils sont dépendants uniquement de la situation clinique. Puisque, en fait, en fonction de l'urgence, en fonction de là où vous allez rencontrer le patient, de là où il en est, vous n'allez pas adopter la même réflexion, la même urgence, la même dynamique. Et c'est là où on peut se retrouver aussi face à de vraies difficultés. Quelques situations cliniques en tête, là, où il a fallu dire aux patients que, de toute façon, à l'heure actuelle, c'était impossible de pouvoir continuer à l'heure actuelle en ambulatoire. Il fallait prévoir d'abord une hospitalisation, soit pour pouvoir déconditionner des crises de vomissement, soit pour traiter l'urgence vitale, soit pour juste se mettre en repos et souffler un petit peu avant de s'accorder à travailler autre chose. Et donc, la vraie difficulté, c'est toujours, si vous voulez, en consultation, il se rencontre deux choses. Il y a la subjectivité du patient, ce qu'il vit lui de son côté, et puis nous, l'objectivité qu'on en a sur la pathologie. Et cette rencontre avec ce monde subjectif et objectif est vraiment complexe. Et il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait vraiment toujours de bonnes formulations pour pouvoir trouver, mais il va falloir toujours nous trouver une sorte d'adéquation entre l'urgence médicale, nos responsabilités aussi médicales, la prise en charge du patient, et là où en est le patient et où la famille qui amène le patient vis-à-vis de ça. Moi, j'ai une pratique professionnelle qui est largement critiquable. Je suis capable de me critiquer. Je suis assez brut dans la consultation pour de multiples raisons, parce que je pense que je veux donner la chance au patient de guérir le plus rapidement possible et de rester le moins de temps dans cette pathologie-là. Donc je sais que je peux être relativement cash dans certaines consultations. Pour d'autres, je vais être beaucoup plus distancié, je vais faire différemment. Ce qui marche le mieux, c'est, on l'a dit, l'entretien motivationnel, de revenir avec le patient, de travailler sur ses résistances, d'essayer de reformuler, de lui faire prendre conscience dans quelle situation il en est. Et puis à d'autres moments, moi je dis, il faut rentrer directement dedans, et elles ne sont pas en sucre. Ça, je me rappellerai toujours d'une patiente qui m'a dit « Mais monsieur Sahuc, arrêtez de croire qu'on est en sucre. Il n'y a jamais personne qui nous dit dans quel état on est. Il n'y a jamais personne. » On parlait d'une patiente qui a vu Camille hier, là, que j'ai suivie en 2008, qui est toujours malade. Donc c'est ça là aussi notre réalité. C'est pour ça qu'il y a cette forme d'urgence pour moi, où elle est toujours malade. Et en fait, Sarah m'avait dit à l'époque, mais elle m'avait dit « Monsieur Sahuc, si personne ne m'avait dit que j'étais cadavérique, personne ne me l'a dit, je ne prends pas conscience de la situation dans laquelle je suis. » Donc personne n'a jamais osé, parce que tout le monde a eu peur de dire les choses. Alors on m'a valorisé dès que je remontais au niveau du poids. Donc là, c'est toujours mal vécu par le patient, parce que forcément, pour elles, elles ont regrossi, alors que non, en fait, tu fais beaucoup moins peur. Et c'est ce qu'il faut peut-être parfois dire, c'est que là, maintenant, tu fais beaucoup moins peur, tu es beaucoup moins cadavérique qu'avant. Mais comme on n'ose pas dire les choses, parce qu'on a peur de brusquer, avec une certaine façon de ne pas rendre digne la personne d'entendre aussi la vérité. Alceste, Philinte, Kant. Et voilà, je pense qu'il faut savoir oser parfois, mais ça, c'est aussi l'expérience où on se trompe, clairement, où il y a des fois, en fait, on a fait aussi bouger les choses juste parce qu'on a tapé, enfin, j'ai tapé sur la table et que la patiente attendait ça, que quelqu'un, en fait, tape sur la table et qu'on dise, OK, on prend tout en charge et on arrête de partir dans un truc qui ne va pas, quoi. Donc, les deux. Oui, je pense que... Enfin, moi, je dirais qu'il faut... Effectivement, je te rejoins complètement. Il faut dire les choses aux patients et à leurs proches, quand ils sont là, quand on diagnostique, quand on dépiste un trouble des conduites alimentaires. Donc, il y a effectivement des mots qui peuvent être inadaptés, qui peuvent aggraver les situations. Je dirais plutôt peut-être même en amont des troubles alimentaires, sur la question de la valorisation de la perte de poids, enfin, être vigilant à ce qu'il y a derrière. Pareil sur la valorisation de la prise de poids, attention aux mots qu'on utilise, parce qu'effectivement ça peut aussi faire rechuter ou faire aggraver des symptômes. C'est plus sur ces questions-là où il faut être un peu vigilant en tant que soignant. Après, il faut, je pense, la meilleure façon d'aborder les choses, c'est de comprendre ce qu'est la maladie, avoir des notions sur ce que sont les symptômes, ce que vivent les personnes, se mettre dans une posture de, effectivement, vous souffrez de troubles alimentaires, c'est une maladie, vous n'êtes pas responsable de ça, vous n'êtes pas en train de
Enfin, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de ne pas vouloir mettre en place les choses, ou enfin voilà, de pouvoir se positionner vraiment derrière cette maladie et de la voir sous ce prisme-là. Rien que ça, je pense que déjà c'est hyper aidant pour aborder les choses avec le patient. Et après, oser dire les choses, c'est hyper important parce que je te rejoins complètement. Moi, j'ai plein de patients qui m'ont dit, mais en fait, j'allais voir mon médecin régulièrement. Il m'a jamais dit que j'étais dénutrie, en fait. Il m'a jamais dit que j'avais du poids à reprendre, que j'étais trop maigre. On faisait des bilans et les bilans étaient normaux parce qu'effectivement, quand on a une dénutrition chronique, des troubles depuis longtemps, le corps compense et les bilans restent normaux. Ils sont anormalement normaux. En fait, c'est ce qu'on dit aux patients. C'est que le corps s'adapte à quelque chose qui ne devrait pas. Sur lequel il ne devrait pas s'adapter. Donc oui, les bilans sont normaux, mais dans une situation anormale, et il faut dire les choses. Et si aux urgences ou un autre médecin lui avait pas dit, là il faut que tu consultes, en fait ça va pas, tu peux pas rester dans cet état de dénutrition, c'est pour ça que tu es fatigué, c'est pour ça qu'il y a des problèmes hormonaux, c'est pour ça que en fait la personne me disait, mais moi je n'aurais pas consulté en fait. Je pensais pas que c'était problématique, et je banalisais quelque part, enfin je normalisais finalement ma situation. Donc c'est ça, c'est important de ne pas normaliser des comportements à risque, des situations de dénutrition, des conduites de purge régulières, des accès hyperphages, enfin voilà, et de mettre des mots dessus et de dire, en fait, il y a des soins qui existent, il y a des soins spécialisés qui existent. Alors certes, il n'y en a pas suffisamment, ça, on est bien d'accord, mais il y a des soins qui existent. Et pour revenir juste sur les idées reçues, moi qui m'agacent beaucoup, c'est d'entendre les patients venir en consultation et me dire, mais de toute façon, à quoi bon ? On m'a toujours répété que je vivrais toujours avec mes symptômes, que je ne pourrais jamais sortir de ces troubles. De toute façon, les troubles alimentaires, c'est chronique, j'en sortirai jamais. Et ça n'aide pas non plus le patient à être dans une démarche de chercher la guérison, forcément. Donc c'est aussi quelque chose qui est important de dire aux patients dès le début. Ça va pas être simple, ça prend du temps, mais il y a des choses qui sont possibles et on peut en guérir. Très bien. Je complète là avec Alain Péroux, que si vous avez déjà vu les livres de référence, vous pouvez lire tout ce qui est faire face à l'anorexie, faire face à la boulimie. Et avec Alain, on en parlait l'autre jour, il a une formulation que j'aime beaucoup, c'est que quand il est face à une jeune patiente anorexique, il se met autour de la table avec les parents, et il dit, voilà, votre fille souffre d'une maladie grave qui est l'anorexie mentale, dont le taux de mortalité est très élevé pour son âge. Maintenant, comment on fait pour faire ce qu'il faut pour que votre fille ne meure pas ? Et il y va, franco. D'accord. Clairement. Il y va, franco. Et j'aime beaucoup cette formulation parce qu'au moins, on pose les choses, on arrête de jouer au chat et à la souris, on arrête de tourner autour du pot. C'est une maladie grave, on ne le répète jamais assez, c'est une maladie grave. Il faut engager des soins. On a aujourd'hui... J'estime, depuis que je travaille, qu'on a beaucoup d'outils pour pouvoir soigner les patients, clairement. Maintenant, il faut les engager dans des soins. C'est la chose, c'est le travail, je dirais, le plus complexe. C'est les engager dans quelque chose qui est le plus angoissant pour eux, obligatoirement. Mais c'est la chose la plus complexe. Mais il faut se mettre autour de la table en disant, non, là, ça va mal aller si vous ne faites rien. Au pire, c'est la chronicité. Je vous parlais de Sarah, que tu as vu hier, on est en 2026. Et moi, j'ai commencé à la guérir, en 2008, j'ai commencé à m'occuper d'elle. Donc, on ne peut pas accepter ça de quelqu'un qui est dans un état catastrophique. Tu m'as dit qu'elle était à quel IMC, là 9 d'IMC encore à l'heure actuelle. Avec des vomissements, des 30 km de marche par jour, etc. Enfin, qui peut accepter de prendre du temps, trop de temps pour engager la guérison ? Moi, je ne suis pas OK avec ça. Effectivement. D'accord. Clairement.